je suis ravi aujourd'hui d'interviewer Babacar Khan à deux titres. D'abord parce que c'est un grand yogi, mondialement reconnu, et aussi parce que on a un point commun, ce sont nos origines sénégalaises, donc ça m'intéresse à ce titre énormément de savoir un petit peu comment est-ce que un jeune Sénégalais dans les années 40-50 à peu près, si mes calculs sont exacts, a découvert ce yoga-là jusqu'à devenir un yogi internationalement reconnu. Bonjour Babacar Khan, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est passée votre enfance et qu'est-ce qui vous a fait découvrir comme ça ce yoga-là? Bonjour Julien, merci pour cette occasion de parler. Évidemment, lorsqu'on parle de yoga, surtout au Sénégal, les gens se sont étonnés, mais en fait, c'est pas nouveau au Sénégal. Il y avait déjà dans les confréries Tijaniya, le fondateur El Hadji Malick Sy, qui pratiquait le yoga. Il y a peu de gens qui le savent. Et il enseignait le pranayama et il s'adressait surtout évidemment aux disciples proches, mais peu de Sénégalais le savent. Dans le soufisme, parce qu'au Sénégal, les musulmans, qu'on appelle musulmans, c'est des soufis. Dans le soufisme, on recommande de faire du yoga. Et cela remonte au Xe siècle. Il y a un certain El Hadji Mansour de Bagdad. Et ce dernier, à chaque fois que ses disciples venaient le voir, enfin l'espionner pour voir ce qu'il faisait, cachètement, ils étaient surpris de le voir en posture inversée. Pas du yoga. Parce que dans le soufisme, on dit que le yoga aide à avancer dans la méditation, accélérer l'évolution spirituelle. Et puis, il y en a même qui nous disent simplement que Mahomet a pratiqué du yoga parce qu'il y a des phrases. Je ne parle pas de l'islam, les extrémistes, je parle des soufis qui sont rattachés. Et bien, il y a des phrases, par exemple, quand il dit un instant de méditation est supérieur à une année de génuflexion, Mahomet disait-il. Allez jusqu'en Chine chercher le savoir. Allez jusqu'en Inde chercher le savoir, disait Mahomet. Dans mon enfance, donc, j'ai entendu en tant que soufi parler des bienfaits du yoga. Mais, petit à petit, avec des recherches aussi sur le développement de la personnalité, tout ça m'a amené à m'intéresser au yoga et puis aux disciplines proches comme les arts martiaux. D'accord, donc c'est le milieu familial qui baignait vraiment dans cette culture soufie. D'accord, et vos parents, du coup, pratiquaient aussi un petit peu ces disciplines-là? Oui. D'accord. Ils ne pratiquaient pas le yoga, mais disons dans le soufisme, c'est connu. Tous les soufis éclairés connaissent les bienfaits du yoga, et en particulier les postures inversées. D'accord, et donc vous parliez aussi du pranayama, donc ça c'est une discipline aussi qui est mise en avant chez les soufis. Ah oui, le pranayama fait partie, et ils savent que le pranayama accélère l'évolution. D'ailleurs, c'est déjà dit dans l'Hatha Yoga Pradipika, on lui dit 12 pranayama donnent le premier degré qu'on appelle pratyahara, premier degré de la concentration. 12 fois 12 donne le second degré de la concentration, enfin, on va appeler ça ou dharana. Et 12 fois 12 puissance 3, dhyana. Dhyana, c'est le vrai mot qui correspond à la méditation. Pratyahara, abstraction, dharana, concentration, et dhyana, contemplation. Et qui a donné naissance à tout ce qu'on appelle les voies fixées par le zen, le zazen, et même le judo. Tout ça, c'est lié. Et quand on continue la respiration, 12 fois 12 puissance 4, on peut atteindre l'état de samadhi. Rien que par la respiration. Et c'est pas par hasard aussi, même dans la Bible, il est question de respiration dedans. Nous avons créé à notre image, nous soufflons dans ses narines, il devient une âme vivante, nous dit la Bible. Et qui est une formulation simple, mais en même temps très profonde. Parce qu'il veut dire dans cette formulation que, bien sûr, qu'en respirant, on va vivre normalement, mais en même temps, si on développe sa respiration, on accélère l'évolution spirituelle. Dans cette journée, je disais depuis ce matin qu'au cours de la vie, nous avons tendance à avoir une respiration négligée. La respiration superficielle. Et ça, puisque le cerveau demande au moins la moitié de l'oxygène
que nous absorbons et on a intérêt à rééduquer notre respiration. Rééduquer la respiration, c'est la santé physique, mentale et l'accélération spirituelle. C'est-à-dire que la concentration devient naturelle lorsqu'on respire. D'accord, d'où l'importance de ce pranayama, quelle que soit finalement la voie spirituelle qu'on peut avoir. Par exemple, ceux qui pratiquent la méditation ont intérêt à pratiquer beaucoup de pranayama. C'est comme par exemple dans un immeuble, à 4 étages, pour aller au 4e étage, on peut prendre les escaliers ou l'ascenseur. L'ascenseur, c'est le souffle. Dans la méditation de pleine conscience, on nous invite aussi à suivre cette respiration, mais à l'observer sans l'influencer. Oui, ça veut dire qu'il y a 2 formes de respiration. Il y a la respiration spontanée, que nous appelons le soham, oui. Et puis il y a la respiration volontaire, c'est-à-dire que les 2 sont utiles. Mais on a besoin quand même de la respiration volontaire, et puis de temps en temps pratiquer de la pleine conscience, pourquoi pas. Le fameux Soham, Hamsa, peu importe le nom qu'on lui donne, parce qu'il suffit de suivre le rythme naturel, hein, de l'oiseau, comme on dit, hein, et pour parvenir à la réalisation. Parce que là, l'observation du souffle, c'est ce qu'on appelle moksha pranayama. C'est une forme de pranayama de libération. Mais il est bon aussi de ne pas oublier de régénérer le corps, de lui donner le maximum de nourriture, parce que la respiration, c'est la nourriture. Tout ce que nous avons sur Terre, si on regarde à l'origine, ça vient du souffle. C'est pour cela, en Égypte, on appelait la respiration la nourriture des nourritures. La nourriture des nourritures, c'est beau ça, oui. Alors, juste pour revenir, parce que c'est vrai que là on est parti déjà dans des sujets de théorie et de techniques assez avancés, juste pour revenir donc sur cette enfance sénégalaise, donc il y a eu ce contact, cette sensibilisation à travers le soufisme, et après, est-ce que ça n'a pas été trop difficile d'être accompagné dans cette pratique notamment du hatha yoga, de ce yoga un peu... Mais oui, ça veut dire que c'était pas compris, quoi. On en parle, mais tout le monde n'avait pas bien compris au niveau de la famille, et puis... Les gens croyaient que c'était pour... D'ailleurs, c'est simple, à Dakar, la majeure partie des élèves à l'Institut, 95%, c'était des Occidentaux. Mais après, quand ils ont vu les soufis, les dirigeants du Niger, parce qu'ils sont cultivés, le dernier calife là, Alhaji Abdou Zessi, il m'avait demandé, il a suivi des cours avec moi. Parce qu'ils sont cultivés. La masse, la plupart, ils ne savent pas. Après, petit à petit, les gens comprennent que le yoga, ce n'est pas seulement pour les Occidentaux, pour les Asiatiques, mais c'est universel. Et puis même, il y a une chose, si on revient à l'Égypte pharaonique, le yoga existait. Et même en Guinée-Bissau, les Diola Adjamat, ils disent que le souffle, et c'est l'acte, c'est l'élément central de la vie. Que, dans leur philosophie, ils parlent beaucoup de souffle. Que pour se maîtriser, il faut maîtriser son souffle. Disent les Diola Adjamat, de Guinée-Bissau. Mais là aussi, c'est un vrac, quoi. C'est-à-dire on le retrouve des traces, quoi, mais les populations, les gens n'ont pas fait de recherche poussée. Hein. Nous, notre propos, c'est d'arriver justement à remettre ça en avant et que tout le monde en profite, savoir qu'il y a des trésors là-bas, que le yoga n'est pas nouveau pour l'Afrique et pour l'humanité. Alors, juste pour, parce que je tiens à mon Afrique, là, juste pour revenir là-dessus, vous parliez de ces débuts un petit peu compliqués où les Sénégalais, les locaux, entre guillemets, avaient peut-être un peu du mal à... Est-ce que ça a changé aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment une ouverture des jeunes Sénégalais à ces disciplines-là ou est-ce que c'est toujours un peu... C'est en bonne voie, surtout avec la journée mondiale du yoga, hein, qui, bon, c'est une manifestation, bon, c'est les postures, mais c'est déjà pas mal. Cette année, il y a eu vraiment près de 2000 personnes qui étaient là. Hein. Je n'ai pas suivi tout de suite, j'étais pas sur place, mais mes jeunes frères qui s'occupent de l'Institut étaient là, qui ont organisé avec l'ambassade de l'Inde. Donc c'est parti. Je pense que le yoga a pris un bon tournant. On a souffert au départ, mais ça vaut la peine.
Ça va se faire. Et puis aujourd'hui, s'il y a encore des difficultés, il faut persévérer, continuer. La première expérience que j'ai eue, c'était avec des sportifs. L'équipe nationale de judo du Sénégal, en 63. Comme je faisais partie du bureau, ils m'ont donné l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, à l'époque, n'était pas vraiment la meilleure équipe, parce que techniquement, on était la plus faible. Sur 8 éléments, parce que chaque pays participant avait 8 combattants. Et nous, on avait 4 ceintures noires. D'ailleurs, je ne vous le cache pas, la plupart de Picard et autres là, croyaient qu'on allait nous humilier. Et en tout cas, moi, quand on m'a demandé de m'en occuper, je m'en suis occupé vraiment de tout cœur. Je n'avais rien à perdre. Évidemment, j'avais encore du temps. Et bon, il y a aussi de la discipline. 10 heures du soir, au lit. Hein. Pas de sortir comme ça se passe des fois avec les... Là-bas, jeune sportif dit 10 heures du soir, celui qui ne veut pas, il rentre chez lui parce qu'on est les plus faibles, on ne va pas faire. On est là pour 2 semaines, 3 semaines. Mais après, j'ai dit, après vous ferez la fête. Vous pouvez faire la fête si vous gagnez ou si vous perdez, peu importe. Hein, vous pouvez faire. En tout cas, et ils ont accepté. Et on a fait un travail sur la gestion du stress. Alors nous, on a mis l'accent sur l'aspect tonique, éveil, mais en même temps gérer le stress. Être dynamique, mais se contrôler, comme ce que recommande la pleine conscience. Et toute la semaine. Hein, enfin, on a eu même 2 semaines. Et comme par hasard, ça a bien marché. On a gagné. Sénégal, vous adressez aux anciens du judo, on a gagné. Je pense que le yoga a des atouts vraiment qu'on ah oui, absolument. Et en tout cas, c'est le hasard, on dira, mais à chaque fois, toutes ces équipes, on a gagné. J'ai pas perdu. Ça a changé la mentalité, parce qu'il y avait un certain ministre à l'époque. Quand j'avais demandé au début qu'on me donne un poste pour que j'enseigne le yoga au centre national. Il m'a dit, pas du yoga ici. Enseignez ce que vous voulez, gymnastique, anglais, tout ce que vous voulez, mais pas du yoga. Et le même, quand on a gagné, il est venu s'excuser. En disant, vous savez, on ignore. J'ai dit, pourtant le yoga, on a des anciens ici qui connaissent le yoga. Hein, ce qu'on appelle les marabouts. Mais avant, les anciens, c'était des savants. Et justement, par rapport avec un peu de recul comme ça, par rapport à cette discipline du yoga, donc il y a plutôt, en tout cas dans les textes formalisés, des origines orientales. Est-ce que il y a vraiment une synergie assez évidente, hein, avec l'expérience, le recul, entre l'Afrique, un petit peu ce qu'on peut appeler parfois la sagesse africaine, la culture, et cette discipline orientale? Ah oui, il y a beaucoup de points communs. Hein. Comme on a parlé de l'Égypte. Mais l'Égypte, si on parle de l'Égypte, en fait, c'est la vitrine. La civilisation égyptienne, c'est la vitrine où on expose tout ce qui se passe en Afrique, sous Asma. Et c'est pour ça, par exemple, les divinités, par exemple, vous regardez, qui veut dire Dieu suprême, on va trouver les mêmes. En Casamance, hein, chez les Sérères, hein, Roxen, hein, c'est en relation avec Ramsès. Hein, et puis vous allez en Casamance, Emitaï. Hein, tout ça, lorsqu'on étudie ça, c'est vraiment proche de la tradition égyptienne. Donc toutes les représentations divines qu'on a, hein, qu'on connaît, mais on a les bases en Afrique. Mais c'est pas organisé, quoi. Voilà, c'est un vrac. D'ailleurs, lorsque j'ai parlé à Cheikh Anta Diop du yoga en Égypte, il m'a dit c'est vraiment la pièce maîtresse qui manquait pour expliquer la religion égyptienne. Donc pour moi, le yoga égyptien, c'est le yoga dans toute l'Afrique. Regardez les danseurs Peul. Il y a même en Côte d'Ivoire,
mais avec ils font toutes les postures, dans le rythme. Mais tout ça, ce sont les bases très anciennes du yoga. Et tout à l'heure, on a parlé de l'homme-lion. L'homme-lion, eh bien, vous savez, du nord, en tout cas dans l'Afrique, dans le sud du Sahara, il y a des rituels qu'on appelle le simb. Si pour ça vous dit quelque chose, le simb. Simb, la racine, c'est le lion. Où le chaman se déguise, hein, on le maquille comme un lion. Il entre plus ou moins en transe, donc du sud du Sahara jusqu'en bas. Ce sont des rituels qu'on retrouve. Et ça, c'est en relation avec Narasimha de l'Inde. Ou le premier Adam, si vous voulez. Donc en Afrique, ça revit sous forme de rituels que font certains chamans. Hein, en transe, on les maquille comme un lion. Et Simba, Gaïne, et au Sénégal, vous descendez jusqu'en bas, partout, vous allez trouver ça. Nara Simba. C'est le même racine que en sanskrit, Simha, le lion. Et au sein de ce yoga, donc l'aspect méditation. Je suis venu au yoga, c'est d'une manière détournée aussi, parce que j'ai rencontré un maître indien. Le premier m'a enseigné le mantra yoga. Après, j'ai rencontré Paramahansa Yogananda. Donc là, c'est le yogi célèbre, auteur du livre Autobiographie d'un yogi. Et ça, c'était purement méditation. Et puis petit à petit, je me suis retrouvé. Je ne l'ai jamais décidé, mais c'est les circonstances, c'est la vie. Plusieurs circonstances ont fait que petit à petit, je devais m'occuper de malades. Le rhumatisant à Aix-les-Bains. Alors, eux, c'est pas avec la méditation qu'on pouvait les aider. Donc, je vous ai parlé des clubs sportifs. Et donc, à Aix-les-Bains, donc j'ai eu dans les années 65, l'invitation du docteur, d'un médecin célèbre, rhumatologue, qui est venu à Dakar et qui avait trouvé certaines pratiques que nous faisions qui pensaient que ça pouvait aider les gens pour le dos et autres. Et je suis allé à Aix-les-Bains et petit à petit, en regardant les gens, leurs difficultés, et mon enseignement, petit à petit, a été orienté vers cet aspect-là. Donc une dimension plus physique, soignante que méditative et spirituelle. Mais maintenant, je suis en train de revenir à la source. Je donne aussi des séminaires de plus en plus orientés sur la méditation. Oui. Qui effectivement, dans le Raja Yoga, est un peu la finalité avec le Samadhi. Oui, voilà, tout à fait. Et justement, alors je sais que chez les bouddhistes, cette dimension, alors ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, c'est-à-dire cette quête de l'éveil pour aider les autres à l'atteindre également, est très, très centrale. Est-ce qu'on retrouve cette même, j'ai presque envie de dire, obsession de l'éveil dans le chemin du yoga ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Babacar Khan, qui fait du yoga, est toujours dans cette imprégnation et dans ce lien-là à l'éveil, ou est-ce que c'est quelque chose qui est moins prégnant, moins important, quoi ? Ben oui, bien sûr, on s'adresse à tout le monde. Donc il y en a qui viennent pour des problèmes pratiques, insomnie, rhumatisme, genoux, l'épaule, etc. Alors cela, nous répondons. Nous donnons ce qu'il faut, mais en même temps, ceux qui sont prêts, eh bien, on aborde. Je vous ai dit tout de suite que nous avons de plus en plus de séminaires sur la méditation, parce que ça fait partie. Et c'est dommage d'exclure certaines catégories d'individus en regardant. Il faut donner à tout le monde, puisqu'on parle de l'éveil. L'éveil, il y a plusieurs niveaux. L'éveil au plan physique. Si les gens dépassent déjà la douleur, c'est un état d'éveil déjà. Souffrir le moins possible. Et quant à justement l'état d'éveil, effectivement, non seulement pour soi, mais pour tous les êtres, c'est inclus dedans. Nous terminons tous nos séminaires par Om Shanti à tous les êtres, tous les règnes. Parce que ce que nous donnons, on le reçoit. L'enseignement, il est unique. Il y a des variantes, suivant les écoles, mais enfin, les bases sont les mêmes. Oui. Éveil, partage. Chacun l'aborde à sa façon.
Moi, je vous dis, au départ, je ne pensais jamais enseigner, mais petit à petit, je me suis retrouvé dans ce milieu paramédical, médical, et voilà, ça a modélé, suivant les demandes des malades. Et j'ai vu des gens vraiment souffrir. Ça vaut la peine de l'aider. Je me souviens une fois à Dakar, un chef d'entreprise qui avait une fabrique, enfin une usine qui fabriquait du lait, Senlait. Et il était couché pendant peut-être 3 mois. Il ne pouvait même pas s'asseoir. Il avait mal. Et un de ses employés qui venait à l'Institut m'a parlé de lui. Il m'a dit, il faut venir voir si tu peux faire quelque chose. J'ai dit, bon, on va essayer. Et j'arrive, on s'est dit bonjour, etc. Et je lui ai dit, mais on va essayer quelque chose pendant une demi-heure. Si ça va, je reviens demain ou après-demain. Au bout de 20 minutes, il m'a dit, ah, ça va. Revenez demain. Au bout de 1 mois et demi, guéri. Alors, ce qui m'a frappé, m'a amené les larmes aux yeux, c'est comme il ne pouvait même pas s'asseoir. Au bout de 3 séances, 3e jour, il s'est levé tout seul, aller aux toilettes. Ses enfants, 4 enfants, sa femme applaudissaient. J'avais les larmes aux yeux. Alors j'ai dit, ça vaut la peine d'aider les gens aussi, au plan physique, quitte à les amener après sur d'autres plans. Et j'ai vu aussi dans votre parcours qu'il y avait la poésie, qui avait une place avec des recueils de poèmes. Comment est-ce que ça s'intègre un petit peu dans cette sadhana? C'est-à-dire que les poèmes, pour moi, c'est un moyen, un biais pour transmettre l'enseignement. Ce sont des commentaires des textes. Donc des fois, c'est la Bhagavad Gita, des fois, c'est le Samkhya, des fois, c'est Patanjali, ou d'autres textes. Les textes assimilés ressortent comme une forme de poésie pour que ça soit plus accessible aux gens. Pour finir cette interview, est-ce que vous auriez 1 ou 2 ou 3 conseils pour les chercheurs, alors qu'ils fassent du yoga, de la méditation? Tout d'abord, le souffle, toute forme de technique respiratoire qui aide à prolonger le souffle, ça vaut la peine d'être connu et d'être pratiqué. Après viennent les contractions et décontractions. Les contractions, c'est les bandas, mais c'est aussi le kung-fu dans la tradition chinoise. Et de temps en temps, contracter son corps, hein, relâcher, contracter, relâcher. Après, on est prêt pour bien méditer. Et chacun suit son thème, en fonction de la tradition. La pleine conscience, pourquoi pas? C'est une base très importante. Le Bouddha a parlé des bienfaits de la pleine conscience, mais effectivement, il y a aussi d'autres thèmes. Mais chacun suit le thème qui le parle. D'ailleurs, dans le yoga, on ne convertit pas. On laisse chacun choisir lui-même son Ishtadevata. Donc pranayama, la respiration, contraction, décontraction, et ça nous met en meilleures conditions pour la méditation. Hein? Un pranayama, une 12aine au moins. Et puis après, contracter, hein, décontracter. Donc, à la place de la contraction, il y aurait des asanas comme Mahamudra qu'on peut recommander, mais le plus simple, c'est contracter. C'est accessible, on peut être sur une chaise, hein, décontracter, contracter, garder 5-10 minutes, hein, et puis relâcher. En hiver, ça permet de lutter contre les rhumes, hein, et l'épuisement. Et puis voilà, ça nous permet d'être alerte. Parce qu'on sait qu'une cellule qui travaille se maintient mieux. On voit les cosmonautes qui reviennent de l'espace, ils ont des difficultés d'adaptation parce que leurs cellules n'ont pas beaucoup travaillé dans l'espace. Et donc tout ce qui est contraction, décontraction va aider. Voilà. Ça permet de garder l'ensemble du corps mobilisé. On peut résumer notre pratique à ça. Hein. Ça va plus loin, mais disons, si on veut résumer, donner de petits conseils, hein, voilà.
Eh ben, super, merci beaucoup Babacar Khan pour cet Merci. échange, merci. Et puis donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin, hein, il y a de nombreuses propositions qui sont faites et je mettrai des liens vers l'Institut international de yoga. Bien, Merci bien. encore, au revoir. Et bonne continuation. Merci.